bonsoir, bonjour, de partout vous pouvez nous suivre et nous prendre diffusion en cours. Comme on a toujours l'habitude de le dire, dans nos imperfections perfectibles, jeune épanoui, et oui c'est la version vidéo, il s'est déjà donné le droit d'être toujours la lanterne qui nous éclaire dans la nuit noire de l'ignorance et aujourd'hui, j'espère que nous serons bien nourris. Il s'agit d'expériences personnelles, de vie et de passion, mais aussi, il faut dire, de hasard. Parce que elle, telle que je la connais, ça a été un destin, une certaine expertise, mais au finish, la voici dans un autre domaine. Je suis ce qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Bonsoir Dorcas. Bonsoir Lionel. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tu vas te présenter normalement, comment t'appelles, qu'est-ce que tu fais et quelles sont les qualités qu'on te colle. Voilà, déjà comme tu l'as dit, tu m'as appelé Dorcas. J'aimerais compléter, je m'appelle Dorcas Kiabuntu. Je préfère qu'on m'appelle Kiabuntu que Dorcas parce que je trouve que c'est plus authentique. Dorcas Kiabuntu est juriste de formation, mais présentement elle s'est reconvertie. Elle est en train de travailler dans une entreprise qui se développe dans la technologie du numérique appelée Catalogue. Et là, elle occupe le poste de directrice administrative. Donc, elle se charge de tout ce qui est section administrative au sein de l'entreprise. Correspondance, liaison. Exactement. Ça va. On m'appelle femme de cœur. Femme de cœur. Par certaines personnes. Femme persévérante. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de faire les choses avec le cœur. Quand c'est pas fait avec le cœur, j'ai l'impression que c'est à moitié fait. Et c'est ce que je peux dire sur moi. Magnifique. Alors, femme de cœur devant nous. Dorcas, tu es la bienvenue. On va commencer avec les petites bombes. Merci. Mario, célibataire. Célibataire. Ok. Envie de dire endurci. Ah. Alors, il faut alléger la tâche à cette belle demoiselle devant vous, messieurs, mesdames. Donc, dans vos commentaires, vous pouvez toujours l'inviter. Alors, Dodo, j'ai envie que tu puisses nous retracer ton enfance. Comment tu l'as vu? Comment tu as grandi? Et dans quel environnement aujourd'hui tu baignes? Comment tu peux identifier tes proches? Est-ce qu'ils sont très économistes, c'est-à-dire ils sont entrepreneuriaux, ils sont dans beaucoup de domaines comme ça? Est-ce qu'ils sont trop spirituels parce qu'il y a des familles qui ont quand même une certaine vocation? Est-ce qu'ils sont un peu trop administratifs, c'est-à-dire dans l'administration de l'État? Ils sont politiques? Comment tu peux nous définir ta croissance, ton enfance et tes zones d'influence? Ok. Déjà moi, j'ai vraiment grandi dans ce qu'on appelle, ce qu'on appellerait famille africaine. Genre, vraiment moi j'ai grandi dans la communauté des pères et des mères. Où chez nous, je vivais avec des cousins, des cousines, des oncles. Et pour moi, c'était pas des cousins ou des cousines, c'était des frères et des sœurs. J'ai grandi comme ça et la culture avec laquelle j'ai grandi, déjà j'ai oublié de dire que je suis chrétienne, je suis enfant des dieux. J'ai grandi beaucoup plus dans cette culture-là, mais mon papa était très regardant en ce qui concernait les études et l'apprentissage ou le fait d'avoir une culture générale assez complexe. Il était vraiment regardant sur notre équilibre. Et c'est une chose qui m'a accompagnée vraiment jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, tes matinées, c'était beau, il faut se laver, aller à l'école. Quand tu n'as pas de bons résultats, tu ne tairas pas quelqu'un. Oui, papa était très regardant au point de vouloir même influencer sur certaines décisions qui concernaient mes études. Il était vraiment regardant et ça m'a vraiment accompagnée. J'ai beaucoup aimé cet aspect de mon enfance où il n'y avait pas que la prière qui comptait, il n'y avait pas que aller à l'école qui comptait. Il fallait étudier, il fallait être cultivé, il fallait être cette femme ambitieuse ou cet enfant qui voit déjà en grand les choses. Okay. C'est la culture avec laquelle j'ai grandi. Et donc dans ma famille, on est chrétien, enfant des dieux, mais on est aussi discipliné, on est instruit, on aime la politique, on aime ce genre de choses. Donc. Vous en parlez quand même? Oui, on en parle, je me souviens. D'ailleurs, s'il faut donner un exemple, papa avait l'habitude d'organiser des soirées ou des séances où on pouvait discuter. Genre, il va lancer un sujet, un petit débat, où il dit à chacun de lever juste sa main et de donner un avis, de parler. De parler, chez nous, c'était pas interdit, même quand tu avais une frustration, que tu n'étais pas d'accord avec quelque chose. Tu n'avais pas à le faire de manière agressive,
tu as juste à lever ta main, puis on t'accorde ta parole. Quand tu n'es pas d'accord, tu t'exprimes, on t'écoute, et s'il y a des solutions, on te les accorde. Donc on avait ce temps d'échanger. Je me souviens qu'on a aussi trop joué aux jeux de société à la maison avec lui. Ah et bon? oui, ainsi de Non suite. mais ma chère, non mais elle a bien grandi, hein. Il y en a qui, quand le papa arrivait à la maison, c'était tout le monde, on a déjà des surnoms. Le lion est là, le lion est là, le lion est là. Et tout le monde doit disparaître du salon. Et c'est cette génération. C'est cette génération qui grandissait. Quand papa arrive, le salon est vide. Il doit se mettre et suivre RTNC. Il y en a qui ont grandi comme ça. Il était équilibré, il suivait aussi RTNC, mais il était équilibré. C'est quelque chose que j'ai vraiment gardé de lui et qui m'accompagne aujourd'hui. Il était vraiment équilibré. Il faisait la part de choses. Il faisait vraiment la part des choses. Il suivait RTNC. Je me souviens que c'est une chaîne qui a un peu traumatisé mon enfance. Parce que quand papa se mettait devant RTNC, on ne pouvait plus regarder Mwangaza. C'est fini. Marimar, c'était fini, non? C'est fini et tout. On doit attendre que ça finisse. Et quand ça va finir, ça sera l'heure d'aller au lit. Demain, il y a cours. Mais on retiendra que tu as grandi dans une richesse sociale et familiale. Ah oui. Bon, écoute, cette question, moi je dois te la poser. Tel que tu as grandi, tu te catégorises dans quelle case? Je vais donner la case. Il y a une première case que j'appelle les nobles. C'est, tu comprends, des bourgeois, c'est-à-dire les gens qui se sont débrouillés, mais ils ont eu accès maintenant à certaines qualités. Nobles aristocratiques, tu vois, il y a des vieilles familles un peu traditionnelles, mais qui étaient des chefs, et qui sont venus, qui se sont encore implantées même dans les villes en continuant d'être toujours des chefs. Elles ont souvent accès à des bureaux politiques, elles ont souvent accès à beaucoup de bureaux. Puis il y a des bourgeois qui se sont débrouillés par leur mérite, ils sont aussi montés. Puis il y a ceux que j'appelle la classe moyenne, tu vois. Le papa a pu, ou la maman a pu accéder à un poste de direction sans être ni un fils d'un roi, sans être ni un fils d'un ancien ministre. Ils sont restés juste classe moyenne. Et puis il y a les pauvres. Les pauvres, bon, on connaît que la pauvreté c'est mental, mais il y a des pauvres qui sont vraiment en manque. Toi, tel que tu as grandi, tu t'es catégorisé dans quelle classe, tel que je viens de dire? J'ai l'impression d'être au milieu de la classe bourgeoisie bourgeoise et la classe moyenne. moyenne. Je sens que je suis un peu au milieu. Pourquoi? Parce que mon père n'est pas fils d'un ministre ou je ne sais pas comment je vais appeler ça, une autorité et tout, non. Il s'est fait sa place. Oui, il Par le est venu de nulle part. Okay. Il est vraiment venu de nulle part et il s'est bâti son petit monde. Il n'a peut-être pas eu le temps de voir s'accroître, grandir et tout, mais il a donné des murs, il nous a laissé un héritage, des traces sur lesquelles personnellement moi je marche et je me dis, c'est mon modèle quoi, je vais faire mieux que lui. Alors, tes études, donne-nous un peu le cheminement général, primaire, secondaire, universitaire, et le déclic d'avoir eu à choisir telle filière universitaire, puis le déclic d'être dans ce que tu es. Quels sont les moments phares? Les moments phares. Déjà, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous accompagnent aujourd'hui ou des réflexes qu'on a qui viennent vraiment de notre enfance, de la manière dont on a grandi. En fait, on a reçu un héritage. Moi, tout part vraiment de mon enfance. Tout le programme familial il est en nous. Hein. Il est vraiment en nous. Beaucoup de choses. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Du moment, je ne m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui, je sais que c'est vraiment évident. J'étais ce genre d'enfant à être avec papa quand il suit la télé. Papa, quand il suit la télé, il suit souvent le journal. Et moi, je suis intéressée par les messieurs qui font passer le journal ou qu'on appelle journaliste. Il parle bien, comment il arrive à articuler comme ça, mais c'est génial, c'est waouh. Un jour, je voudrais aussi faire un truc pareil. À l'école, j'ai fait mes études primaires à l'école CL, je ne sais pas si vous connaissez CL. J'étais beaucoup plus excellente dans tout ce qui concernait la littérature, l'expression et tout. Quand je suis passée aux humanités, j'ai fait le complexe scolaire Épiphanie. Là, j'ai fait la littéraire comme option. Ensuite, j'ai fait les latins philo parce que c'est quelque chose qui était en moi. Je voulais en fait découvrir, je voulais en savoir plus. C'est vrai que la vision n'était pas encore très claire à l'époque, genre comme aujourd'hui on sait, non, j'ai tel don, j'ai tel talent, il faut que je me canalise comme ça. À l'époque, c'était juste comme de l'instinct. C'était comme de l'instinct. On a essayé de mettre un pied après l'autre. Oui, j'y allais comme ça, genre je me disais ok, je vais quand même le faire.
on était à Épiphanie. Tu es là, tu fais des études littéraires sous l'influence sûrement du papa, qui est un peu regardant. Te voilà sur le point d'obtenir sûrement ton diplôme d'État. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais avoir une conversation avec mon père, parmi les conversations les plus sérieuses de ma vie. On en fera d'ailleurs beaucoup, mais celle-là a été la plus sérieuse. Ok. Où il m'a fait asseoir un jour et puis il m'a dit voilà que tu es à la fin de tes études aux humanités. Qu'est-ce que tu comptes faire à l'université? Magnifique. C'était un peu comme une question piège. Ouais. C'est par la suite que j'ai compris que c'était une question piège. Et je lui ai dit que voilà, moi je veux devenir journaliste. Tu veux devenir journaliste? Oui, je veux devenir journaliste. Donc dès que j'obtiens mon diplôme, je vais aller à la faculté des sciences des lettres. Ok. Là où je vais faire le journalisme. Ok. Et il va me regarder dans les yeux et me dire tu es vraiment certaine de vouloir faire ça? J'ai dit oui, je suis certaine. Il n'y croyait pas ses oreilles. Oui. Et ses yeux. Est-ce que tu es consciente de ce que tu dis? J'ai dit oui, je suis très consciente. Il dit apparemment non, tu n'es pas consciente. Et puis il va me sortir une phrase que je ne vais jamais oublier. Il va me dire donc tu penses que moi, tel que je suis là, je vais passer 5 années à payer tes études universitaires et que toi tu vas aller faire quelque chose pour lequel tu peux faire une formation dans 6 mois et devenir bonne. Je vais lui dire mais pourquoi tu dis ça? Il dit je trouve que tu es assez brillante pour faire cette chose en 6 mois et que tu peux faire autre chose que ça. Ok. Et je dis je n'ai pas pensé à quelque chose d'autre, je n'ai pas d'autre option en fait. Pour moi dans ma tête c'est être journaliste et puis c'est tout. Puis il me dit et le droit alors? Le droit ne te dit rien. Tu ferais une bonne avocate. Mais attends, à l'époque déjà, il y a quand même certains membres de famille qui t'en ont déjà parlé. Tu as déjà entendu quelque chose sur le droit? Bien sûr, il y a mon grand frère qui était déjà à la faculté de droit et tout. Il y avait mon frère qui faisait la médecine. Ouais, c'est quand même une famille d'instruits et d'intellectuels, comme on le dit. Oui, Okay. Et moi ça ne m'intéressait pas en fait. Oh. Je me disais que chacun suit sa propre voie. Parce qu'il m'a toujours dit qu'on avait un avis à donner, un mot à dire. Du coup, je savais que j'avais mon mot à dire par rapport à ce que je voulais faire. Alors je lui ai dit que je voulais être journaliste. Et il m'a dit, non, je pense que le droit tirait mieux. Je n'ai jamais demandé pourquoi. J'ai juste retenu la phrase selon laquelle tu ferais une bonne avocate. Parce que je vois en toi de l'ambition et tout. Bon, je lui ai dit que j'allais réfléchir. Je voulais réfléchir et être vraiment sûre que je voulais le faire. Je n'ai pas réfléchi. Tu n'avais pas réfléchi? Pour être sincère, je n'ai pas réfléchi. Du coup, je me suis dit, mon papa a raison. D'ailleurs, je me suis apaisée. Le journalisme seulement à la télé, mais les gens qui font les droits, ils vont à la cour, ils défendent des causes. Ouais. Ça peut être noble, mais bon. Il a vraiment raison. Hein. Et je suis allée à la faculté de droit. Arrivée à la faculté de droit en première année, la personne qui m'a dit d'aller faire le droit m'a laissé tomber au fait en cours de route. Papa est décédé quand j'ai juste commencé G1-3. C'est vrai. C'était vraiment un choc. Ok. Et je me suis dit, ok, on fait comment? Qu'est-ce que je dans ce fais? qu'on m'a dit de faire? Je fais comment? Je perds un peu les repères. Mais je continue quand même. Je continue quand même jusqu'à avoir ma licence parce que je me disais c'est vrai que la personne m'a dit que je devais faire la chose et qu'elle n'est plus, mais je vais quand même la faire pour honorer sa mémoire quelque part. J'estime que ça aurait été sa dernière volonté ou ce qu'il aurait voulu que je fasse pour que je devienne ce que lui voyait dans son esprit que je pouvais devenir. Alors j'ai continué avec le droit et voilà, j'ai eu ma licence en droit. Je sais que tu n'es pas active dans les professions qui sont attachées à la faculté que tu as faite. Et j'ai envie de poser cette question, quel a été le tournant décisif qui t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui? Déjà, s'il faut que j'évoque aussi un autre côté de moi, c'est que je suis un peu pluridisciplinaire, s'il faut que je le dise comme ça. J'ai la facilité à m'adapter à beaucoup de disciplines, oui. Je suis du genre flexible. Il suffit que j'ai de la volonté, un peu de volonté, que je me challenge un peu avec des objectifs bien déterminés. Ça va aller. Ça bouge. Oui, ça bouge. Et donc ingénieur, ça n'aurait pas pu être impossible? Je ne pense pas. Électricien? Ouais, les électriciens sont aussi dans l'ingénierie. Quand même, il y a des liens. Maçonne.
Plombière. Non, non, c'est pas trop ce que je veux, mais si je m'y mets, je peux le faire. Ouais, si tu t'y mets, tu peux le Si faire. je m'y mets, je peux le faire, mais c'est pas trop mon truc. Je peux faire médecine. Je peux faire économie. Wow. Management, je peux faire. Alors, dites-vous que vous le pouvez, vous allez le faire. Dites-vous que c'est possible, vous allez le faire. Tu es la Dorcas que nous connaissons aujourd'hui, une femme ambitieuse et qui n'a pas de limite. Dans la continuité, une épreuve qui finalement t'a construite et forgée. Une seule. Tu viens de nous parler du décès de papa. Oui. Je crois que ça ne s'oublie pas. C'est d'ailleurs la majeure. La majeure ou la plus grande. Je sais que la vie est faite des épreuves, mais je pense que juste ici, c'est l'épreuve qui m'a les plus marqué parce que déjà ça m'a fait prendre conscience un peu plus de qui j'étais, de mes responsabilités par rapport à moi-même, par rapport à ma famille ou par rapport à mon avenir. J'ai vraiment pris conscience parce qu'à l'époque, je savais que j'avais mon père et ma mère, ils prenaient des décisions pour moi. J'étais un peu trop la fille à papa. C'est vrai qu'on était cultivés, on nous apprenait des choses, mais j'avais pas trop conscience de la vie, quoi. Tu t'imagines jusqu'à avoir mon diplôme d'État et ne pas avoir trop conscience de la faculté à faire ou des études à faire. Voilà, tu étais là, on te dirige, on te guide et tout. Et quand mon père est décédé, c'était une épreuve tellement difficile, vraiment difficile que j'ai pris du temps pour m'en remettre vraiment. J'ai pris du temps, ça m'a fait mal. Même le coup mal, je me dis, ça fait pas trop mal comme ça. Ça m'a fait vraiment mal de perdre mon père. Je suis passée par des moments difficiles. On est passé par des moments difficiles. Famille nombreuse, hein? Oui, famille nombreuse. Combien de la famille es-tu? 6e de la famille. Sur une fratrie de 9. Mes chers téléspectateurs, soyez sérieux, hein? Soyez sérieux, prenez exemple de nos modèles. Alors c'est un peu ça, donc cette épreuve a été le tournant décisif. Oui, ça m'a réveillée au fait, ça m'a mûri, ce qui est vrai. J'ai mûri déjà à partir des jeux de, je me disais, j'ai commencé à voir clair ma vie au fait. Je commençais à voir vraiment les choses que je voulais. Je commençais vraiment à prendre ces sens d'orientation personnelle. C'est que je voulais vraiment. C'est vrai que mon père avait des volontés pour moi. Mais quand il est parti, je me suis dit, ok, c'est maintenant à moi de prendre les choses en main et de me tracer au fait mon chemin. Il m'a montré peut-être c'est que j'ai valé. Il me l'a dit. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très capté parce qu'il m'a dit qu'il sentait en moi de l'ambition. C'était très important d'écouter ça, mais il fallait que je puisse maintenant. Comment dire, canaliser au fait toute cette énergie d'ambition là, dans quoi au fait j'ai mis cette ambition, j'ai canalisé cette ambition. Et du coup, j'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à prendre soin de ma famille, de ma mère, j'ai appris à prendre soin de moi. S'il faut que je dise tout maintenant là, ça sera de trop. Mais les épreuves, ça nous construit. C'est vrai que ça nous détruit, mais je pense que ça nous détruit pour construire, être une meilleure version de nous. C'est genre une image, tu viens d'évoquer une image de moi. Tu étais construite, mais de manière pas totalement parfaite, pas bien faite pour affronter ce que la vie veut de toi. Puis il y a eu une explosion pour refaire encore une nouvelle maison, une nouvelle bâtisse, peut-être pour avoir un certain nombre d'étages. Mais quand on se rendra compte que le terrain il est propice maintenant à monter de niveau, peut-être il faudrait encore détruire. Donc les épreuves, c'est ça détruit les anciennes versions. La vie est faite des épreuves. Et je crois qu'il y a encore plus de force pour reconstruire, plus vite. Oui, et moi je pense qu'on apprend vraiment de ces choses, et qui fait que même quand une autre preuve arrive, on se souvient, on se dit, je connais ça. Bien. Je connais ce chemin-là, si je me comporte très mal, ça va mal finir. Et si je me comporte de la bonne manière, de manière conséquente, ça peut m'apporter quelque chose de plus. La question, comment ta définition du succès a-t-elle évolué en grandissant? Ta définition de la réussite, comment a-t-elle évolué en grandissant? Déjà, bien avant, j'avais l'impression que les gens qui figuraient à la télé, ou les gens... Comme on dit en lingala, comment on dit? Les mabanga. Ouais. Les gens là qu'on entend dans les chansons et tout là. Pour moi, il avait réussi au fait. Okay. Il avait du succès. Eric Mandala. Oh, je sais pas. Quel est le nom là? Le Fali. Oui, c'est pour même chez les chrétiens. Même chez les chrétiens? Oui. Même chez les chrétiens? Oui. Dans les chansons gospel et tout. Il faut suivre Marie Missambo, il faut suivre. Il y a certains musiciens là. Oui. Pour moi, c'était des personnes qui avaient réussi, au fait.
ou même ceux-là qui avaient une certaine notoriété au fait. Pour moi, eux avaient réussi. Mais avec le temps, je me rends compte que la notoriété n'est pas toujours synonyme de réussite. Tout n'est pas égal à la réussite forcément. Pas forcément. Pourquoi? Il y a des gens qui sont connus, j'y arrive, qui sont connus ou qui s'affichent, qui sont là, qui ont de la notoriété, mais Au fond, au fait, ils sont juste vus. Ils ne défendent pas des causes nobles. Et des gens qui sont connus pour les mal. Vous connaissez des influenceurs qui sont là, qui insultent les gens, par exemple. Bonjour, bonjour. Faites ça congolais. Faut pas citer les gens ici. Il y en a aussi qui sont connus pour l'effet d'exposer leur corps. Tu vois, ils sont connus. Moi, tu sais, je vadrouille comme ça sur les réseaux. Je ne connais presque personne. Mais tu vas voir à un moment, on te présente tellement de fois la personne dit, mais c'est qui? Et tu dis là-bas, c'est Nana la japonaise. Ah, ils ont passé Nana la japonaise. Ça serait une erreur, vraiment une erreur de penser que ces gens-là... sont la référence pour la réussite. Oui. Alors c'est quoi ta définition de la réussite aujourd'hui? Moi je pense que les personnes qui réussissent ou les personnes qui ont du succès, je préfère prendre ces termes, sont des personnes qui ont de la notoriété mais aussi qui défendent des vraies causes à la base. Des bonnes causes ou qui défendent des choses positives à mon nom de la vie. Parce que non seulement ils sont vus, ils sont connus, ils apportent quelque chose aux autres. Quelque chose que les autres manquent, que eux ont, ou qu'ils ont eu à développer, sur quoi ils ont eu à travailler. Ils apportent aux autres tout en étant à vue. Là, ça a tout son sens. C'est comme ça que ma définition du succès a évolué. Du coup, je ne suis pas pressée de vouloir toujours apparaître, trop apparaître. Je vais apparaître pour apporter un plus, quelque chose de plus. Chaque fois que tu es là, on sent que c'est pour l'essentiel. Tu Exactement. dis l'essentiel et tu disparais. Si j'ai pas à dire, je ne veux pas apparaître.